À ce stade, tout le monde comprend que le détroit d'Ormuz constitue un important levier de négociation pour l'Iran. Le vrai pouvoir d'Ormuz ne tient pas seulement à la capacité de l'Iran de bloquer le commerce mondial du pétrole. La façon dont l'Iran peut le faire est cruciale. Cela renvoie à une dynamique de négociation que nous n'avons pas encore abordée au cours de nos plus de 4 ans ensemble. C'est quelque chose qui a contribué à l'origine même du conflit en Iran. Et cela représente un problème que nous pourrions bientôt rencontrer beaucoup plus à l'Est, au cas où nous voudrions être à nouveau entraînés dans notre vaste monde en guerre. Donc, pour présenter brièvement notre parcours d'aujourd'hui, nous commencerons par examiner ce qu'on appelle le pouvoir de proposition, et comment les États parviennent à un accord particulier compte tenu de la variété des alternatives disponibles. Ensuite, nous verrons pourquoi. L'équilibre du pouvoir de proposition peut déterminer si des guerres résultent de l'évolution de la puissance militaire. Enfin, nous verrons si Taïwan peut faire quelque chose que l'Iran n'a pas pu faire et qui aurait autrement atténué le problème. Abordons d'abord un problème clé de négociation. À ce stade, vous comprenez que les coûts de la guerre garantissent l'existence d'une gamme d'accords mutuellement acceptables, centrés sur le résultat attendu d'un affrontement, que ce soit en Ukraine ou en Iran. Ce dont nous avons tendance à ne pas discuter, c'est lequel de ces accords est celui sur lequel les parties finissent par s'entendre. Et cette question n'est pas anodine. Il y a énormément d'options et il y a des conséquences distributives importantes selon celles qu'on choisit. En effet, quelqu'un a posé une question précisément sur ce problème lors de mon récent appel à suggestions de sujets pour ma nouvelle série sur Lines on Maps Extra. Une bonne réponse nécessite plus que les 8 minutes auxquelles je me limite là-bas, alors nous voilà ici sans laisser de côté aucun détail important. En bref, si vous pouvez être celui qui propose une division particulière, alors c'est plutôt avantageux pour vous. Après tout, si la Russie doit choisir entre cette ligne noire et la guerre, la ligne noire est préférable à l'alternative. Mais c'est bien mieux que l'alternative pour l'Ukraine. Le problème, c'est que faire une proposition dans ce contexte ne signifie pas littéralement tracer une ligne sur une carte, puis l'envoyer à votre adversaire. Il s'agit plutôt de la capacité à menacer de façon crédible votre adversaire que, s'il n'accepte pas l'offre que vous avez proposée, la seule alternative pour lui sera d'engager une guerre. Voici une façon simple d'atteindre cet objectif. Imaginez que l'objet en jeu soit le territoire situé entre vos deux capitales. Ensuite, vous pourriez retirer vos troupes jusqu'à une ligne précise. Cela devient l'offre de facto à l'autre camp. Votre adversaire peut prendre toutes les terres jusqu'à cette ligne. Mais dès qu'ils la franchissent, il y a une force de présence servant de déclencheur juste là pour initier un conflit. Donc c'est soit la ligne tracée, soit la guerre. C'est le même principe de base qu'une force de présence servant de déclencheur, de façon plus générale. Vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où l'autre camp peut simplement entrer dans un territoire disputé et en prendre le contrôle de facto sans déclencher une guerre coûteuse. Les forces de déclenchement protègent le pouvoir de proposition d'un État. C'est pourquoi l'Ukraine peut être assez optimiste quant à un règlement final avec la Russie. L'Ukraine a le contrôle de l'objet que la Russie convoite. Et malgré le cirque médiatique autour de la question de savoir qui contrôle les offres qui circulent à Moscou. En fin de compte, l'Ukraine peut dicter elle-même la division proposée en plaçant simplement des soldats le long de la ligne correspondante. L'accord final ne sera peut-être pas idéal comparé à la situation de janvier 2022, mais il fera partie des meilleures alternatives de l'Ukraine, qui restent suffisamment convaincantes pour pousser la Russie à arrêter. Petit rappel, j'ai une vidéo sur la chaîne secondaire sur la théorie de la négociation en crise si ces notions vous sont étrangères. Elle provient de mon cours IRL Introduction to International Relations. Et en fait, cela m'a posé un gros problème, que le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, ChatLLM par Abacusia, m'a aidé à résoudre. Ces vidéos étaient en improvisé. J'utilisais des outils audio pour avoir une transcription écrite, mais il me restait un texte non organisé. Ce n'était pas vraiment le support écrit que je voulais donner aux étudiants. Donc il suffit de le passer dans un LLM et de lui demander de découper les phrases en paragraphes corrects, non? Pas si vite. Certains modèles ont réécrit le texte comme s'il s'agissait d'un cours différent. C'est ce qui est génial avec ChatLLM. Un seul abonnement vous donne accès à tous les meilleurs services individuels.
Claude Opus, Grok, Gemini Pro, ChatGPT, DeepSeek et bien d'autres encore. Donc si je n'aimais pas la réponse d'un modèle, je pouvais simplement passer au suivant. ChatLLM inclut également la génération d'images à partir de flux et nanobanana, ainsi que la génération de vidéos à partir de Sora et Kling. Et en allant sur chatlem.abacus.ibar/Linson Maps, vous pouvez obtenir votre premier mois pour seulement 7 $ puis 10 $ par mois par la suite. Alors merci encore à ChatLLM d'Abacus IA d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Pour revenir à l'Iran, ce qu'il faut savoir sur le détroit d'Ormuz, c'est que l'Iran a de facto le pouvoir de proposition sur celui-ci. Personne à Téhéran n'a besoin de demander la permission à Washington pour commencer à imposer un péage. Ils peuvent simplement annoncer qu'un système de péage est désormais en vigueur, et tout le monde doit payer ou risquer de se faire exploser. Évidemment, c'est une action que les États-Unis contesteraient. La marine américaine défend la liberté de navigation mondiale et juge inacceptable que des pays imposent des frais pour des voies navigables naturelles. Voies navigables artificielles, bien sûr, faites-vous plaisir. Mais le détroit d'Ormuz est un don de Dieu, et tout péage revient en fait à une taxe sur le commerce international. Cela, à son tour, brise un pilier fondamental de l'ordre mondial que les Alliés s'étaient engagés à défendre même avant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, la capacité de l'Iran à tenter unilatéralement d'imposer un péage ne signifie pas que l'Iran puisse réussir dans sa manœuvre. Les États-Unis peuvent toujours refuser cette proposition et lancer les bombardements. Le pouvoir de proposition ne signifie pas que vous pouvez dicter la répartition finale entre les parties. Vous pouvez donc tenter de mettre en place un système sans l'aide directe d'une autre partie. De même, la situation dans le détroit d'Ormuz ne signifie pas que l'Iran détient tout le pouvoir de proposition. Les États-Unis, par exemple, contrôlent le système économique mondial, et ainsi Washington peut dicter à quelle part de ce système l'Iran a accès. Mais la part du pouvoir de proposition provenant d'Ormuz signifie que l'Iran a un meilleur contrôle sur l'endroit où le règlement se situera dans la fourchette de négociation. Ainsi, l'Iran obtiendra une part plus avantageuse de l'objet de la négociation dans tout accord issu de la négociation. Avec du recul, il apparaît que le pouvoir de proposition n'apporte que des avantages. Et en effet, parmi l'infinité de façons possibles de concevoir des négociations, il a été mathématiquement prouvé qu'il n'existe pas de meilleure façon pour vous de négocier que d'être l'unique proposant. Les alternatives ne font que donner du pouvoir de négociation à votre adversaire sans réel bénéfice pour vous. Au fait, cet article a été écrit pendant que j'étais à l'école doctorale, avec le premier auteur qui était l'un de mes directeurs de thèse et le deuxième auteur qui était l'un de mes contemporains à Rochester. Quoi qu'il en soit, la conclusion de Fay et Kenkel limite la question à des négociations sur une période unique, sans changement anticipé dans l'équilibre des pouvoirs au fil du temps. Malheureusement, une situation étrange survient lorsque le rapport de force évolue, par exemple si l'Iran acquiert des armes nucléaires. Permettez-moi d'illustrer le problème dans le cas extrême où l'Iran détient tout le pouvoir de proposition. Ensuite, à l'avenir, lorsque l'équilibre des forces ressemblera à cela, l'Iran répartira les gains de la négociation de manière à ce que les États-Unis soient tout juste prêts à accepter. En revenant au présent, les États-Unis peuvent sécuriser jusqu'à ce point, moins leurs coûts, en se battant pour empêcher le basculement du rapport de force. C'est une situation bien plus difficile pour garantir la paix, comparé au cas où, par exemple, les États-Unis contrôlent tout le pouvoir de proposition à l'avenir et peuvent donc imposer le règlement ultérieur jusqu'ici. Ainsi, même une concession importante de l'Iran aujourd'hui, bien supérieure à ce qu'espéreraient les États-Unis si le rapport de force restait inchangé, pourrait ne pas suffire pour que les États-Unis assument les conséquences à long terme d'un changement de pouvoir. Une fois que vous avez démêlé toutes les complications, la logique sous-jacente est finalement simple ici. Le pouvoir de proposition que lui confère Ormuz garantit que l'Iran obtiendra à terme un accord avantageux. Mais cela implique que les États-Unis obtiendront à long terme un accord comparativement moins avantageux, ce qui décourage Washington de tolérer le basculement du rapport de force en faveur de l'Iran. Et c'est en partie ainsi que nous nous sommes retrouvés dans le conflit actuel dès le départ. L'administration Trump, généralement prompte à appuyer sur la gâchette tant que cela n'implique pas de soldats au sol, préfère se battre plutôt que de laisser les États-Unis gérer les conséquences à long terme d'un Iran nucléaire. Maintenant, nous pourrions nous arrêter ici.
nous avons découvert un aspect intéressant du pouvoir de proposition et observé une implication moins évidente lors d'une évolution du rapport de force militaire. Mais nous vivons toujours dans un monde en guerre, et il y a d'autres négociations coercitives en cours. Alors poussons cette logique un peu plus loin et allons plus à l'est pour discuter de la raison pour laquelle ce même principe semble causer un problème important avec Taïwan. Il se peut qu'il y ait plus d'espoir là-bas. Le pouvoir de proposition entre les deux rives est ici plus, disons, direct. Pékin se soucie de minimiser la souveraineté de Taïwan. Et, dans l'ensemble, Taïwan peut dicter comment cela fonctionne, tant qu'il n'y a pas d'invasion menée par le plan. Si Taipei veut se déclarer capitale d'un État pleinement indépendant et pleinement souverain, elle le peut. Si elle préfère s'inscrire dans la politique d'une seule Chine, elle le peut aussi. En attendant, la capacité de Pékin à dicter ce choix sans recourir à la guerre est minimale. S'il peut utiliser son influence pour forcer Taïwan à porter des uniformes de type chinois lors des compétitions internationales. Ou il peut imposer le mot chinois exact qu'ils utilisent pour traduire chinois dans Taipei chinois, et oui, c'est quelque chose qui s'est réellement produit. Ou il peut empêcher la présidente de Taïwan de survoler des pays tiers ou de seconde partie. D'ailleurs, le fait même de savoir si on doit les qualifier de pays de seconde partie ou tiers fait partie de cette catégorie. Mais au final, tout cela n'est que du théâtre politique. Taipei peut proposer ce qui compte vraiment au final. Le principal problème actuel entre les deux rives est un changement attendu de l'équilibre des pouvoirs. Le continent traverse une crise démographique. Il faut énormément de main-d'œuvre pour envahir l'île et, eh bien, vous connaissez la suite. Et cela nous ramène immédiatement au même problème qu'avant. Et c'est peut-être pire car le pouvoir de négociation est tellement déséquilibré en faveur de Taïwan. D'où les craintes que la Troisième Guerre mondiale ne devienne une réalité. Cependant, les structures gouvernementales de l'Iran diffèrent nettement de celles de Taïwan. Les systèmes démocratiques ont tendance à mieux préserver le statu quo, en particulier les systèmes présidentiels qui exigent en tout que les lois passent par plusieurs points de veto. Pensez au nombre de personnes aux États-Unis frustrées par la difficulté de faire adopter des lois à la Chambre, au Sénat, puis de les faire signer par le président. Taïwan est un peu différent car il n'a qu'un parlement monocaméral. C'est une façon sophistiquée en sciences politiques de dire qu'il y a une Chambre mais pas de Sénat. Ou peut-être que c'est un Sénat mais pas une Chambre. Dans tous les cas, Taïwan a toujours deux obstacles une fois que vous réintroduisez le président. En outre, l'adoption d'amendements constitutionnels impose encore plus d'obstacles à leur annulation. Ainsi, si Taïwan craint que la Chine continentale puisse envahir à cause de ce que l'île prévoit de faire à l'avenir, alors le gouvernement pourrait commencer à adopter des lois pour s'auto-limiter dans sa capacité à changer le statu quo à l'avenir. Bien sûr, les engagements crédibles de Taïwan ont des limites. Si, dans 10 ans, le pouvoir législatif et l'exécutif sont d'accord pour dire qu'il est temps d'avoir un Taïwan indépendant, il n'y a pas grand-chose que le gouvernement puisse faire aujourd'hui pour limiter cela. En dehors du cadre juridique, un président dissident pourrait aussi commencer à agir davantage comme un président souverain, en décrivant Taïwan comme un État indépendant dans des discours publics. Cela peut différer de la loi en vigueur, mais Pékin accorde autant d'importance à l'image qu'à la situation juridique. Cela empêchera-t-il une invasion venue du continent ? Ce n'est pas clair. Même si Pékin détient tout le pouvoir de proposition, l'évolution des capacités militaires peut toujours déclencher une guerre. Par conséquent, les institutions démocratiques ne sont pas une sorte de solution magique à tous nos problèmes de guerre préventive. Elles restent préférables à un système autocratique, où une seule personne peut changer d'avis et bouleverser soudainement toute la politique en place. Alors, quelles sont les leçons à retenir pour aujourd'hui ? Les coûts de la guerre font qu'un éventail d'accords est préférable au combat, avec des conséquences distributives cruciales pour les parties. Le pouvoir de proposition définit qui exploite ces différences. Le fait que l'Iran ait la main sur les propositions concernant la politique du détroit d'Ormuz complique la gestion de l'évolution du rapport de force au fil du temps. Et les institutions démocratiques de Taïwan peuvent atténuer un problème similaire le long du détroit de Taïwan. Comme je l'ai dit au début, le sujet d'aujourd'hui vient à l'origine d'une question destinée à ma nouvelle série sur Lines on Maps Extra, où j'essaie de répondre aux principales préoccupations des spectateurs concernant le monde en 8 minutes ou moins. Découvrez toute cette playlist ici. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, alors merci de liker, de partager et de vous abonner, et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous.